OK, c'est parti. Alors, on va parler d'obtenir son diplôme malgré les difficultés en lecture et en écriture. C'est un webinaire qui s'adresse aux parents de jeunes qui est soit au secondaire, au cégep et à l'université, qui veulent comprendre les difficultés, les défis qu'il a à l'école et découvrir le rôle d'une évaluation en orthophonie, comment ça peut soutenir la réussite scolaire. Alors, je me présente, je suis Gianna Metellus, je suis orthophoniste et fondatrice de la clinique Gianna Metellus Orthophoniste. Vous allez voir que je fais mes yeux comme ça, j'ai un deuxième écran et ça me permet de mieux gérer. Je suis orthophoniste depuis 12 ans, j'ai travaillé dans différents milieux, donc je connais bien le système et ses détours. Je suis montréalaise d'origine haïtienne. J'offre mes services en ligne et en personne. Donc, mes services sont disponibles à travers tout le Québec. J'offre mes services pour une clientèle de tous les âges. Mon approche, je parle de bienveillance. Aussi, la rigueur pour moi est importante et je veux offrir des outils concrets. Alors aujourd'hui, donc oui, je veux qu'on regarde les causes fréquentes des difficultés scolaires. Je veux qu'on comprenne les effets de ces causes-là et aussi qu'on comprenne les conséquences, puis qu'on regarde ensemble les solutions possibles. Puis on va explorer le rôle de l'évaluation d'orthophonie. J'aimerais ça en apprendre un peu sur vous et écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Je vais donner quelques minutes. C'est quoi le niveau scolaire de votre jeune? Puis c'est quoi que vous avez essayé jusqu'à présent pour aider votre jeune soit à obtenir son diplôme ou tout simplement à réussir à l'école? Réussir, c'est vague, puis c'est différent pour chacun, mais c'est quoi que vous avez essayez déjà pour aider votre jeune dans son parcours scolaire et comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez confiant? Oui, il y a des difficultés, mais ça va. Donc, curieux. Est-ce que vous sentez un petit peu, des fois, on se sent, des fois, on se sent déçu aussi. Des fois, il peut y avoir un certain découragement. Un parcours scolaire, ça va par vague. Donc, je vous laisse quelques minutes pour écrire cela dans le chat. D'accord. OK, c'est intéressant. Ici, on a un jeune du secondaire 2, un peu démuni. On a un enfant qui décode bien, mais ne comprend pas. Donc, parfois, on peut en parler. Pour les autres personnes en classe spécialisée. OK. Ah, intéressant, super aussi. Donc, il y a des intervenants. Intéressant. Donc, ça va être intéressant pour les personnes que vous aidez. Oui, classe spécialisée en langage. Parfait. On pourra en parler, puis n'hésitez pas à poser les questions. D'accord. Donc, pour l'instant, en secondaire, puis en général, donc quelqu'un qui est au niveau cégep. Parfait. Donc, profitez-en pour me poser vos questions. Primaire, cinquième année, en classe spécialisée. Donc, intéressant. Ici, aujourd'hui, je vais plus parler donc plus niveau secondaire, cégep adulte, mais vous allez avoir des informations intéressantes pour vous. Puis, profitez-en pour me poser vos questions. Donc, souvent, quand on est en classe spécialisée, on a déjà eu un diagnostic de poser. Donc, vous pourrez peut-être me poser vos questions à la fin également. Donc, merci pour vos réponses des niveaux variés, quoi. OK. Ah, et un nouveau, parfait, super. Alors, on va y aller. Donc, pardon, il faut juste que je fasse un petit quelque chose. Ah, participant. Et voilà. Parfait. Alors, donc, je vais commencer par un exemple. Donc, je vais vous parler de Farah. Farah, elle s'inspire de quelqu'un que j'ai vu en clinique. Moi, je suis membre d'un ordre professionnel, donc il y a pour rôle de protéger le public. Je ne veux jamais parler, donner des informations qui permettent d'identifier mes clients. Mais pour une idée de qu'est-ce qui se passe, j'ai voulu donner un exemple concret. Alors, les parents, voilà. Donc, c'est la maman de Farah qui m'a contactée et elle a voulu me parler avant de réserver pour une évaluation en orthophonie. Donc, Farah a
complété son parcours de secondaire, mais n'a pas eu son diplôme parce que elle n'a pas réussi à l'épreuve ministérielle du ministère, mais elle a commencé avec ce qui était possible, son parcours au cégep. Puis sa mère a pris le temps de me raconter qu'ils ont essayé une première fois, que c'est un échec. Ils ont essayé une deuxième fois avec beaucoup d'études du tutorat et que malheureusement, l'évaluation du ministère n'a pas été réussie et qu'ils ont décidé d'essayer une troisième fois, même si on avait déjà parlé, ben, peut-être que ça serait intéressant de regarder qu'est-ce qui cause ça. Mais malheureusement, ça a pas été réussi. Donc, on sentait il y avait vraiment les mots malheureusement, c'était encore un échec. Donc, on se demandait s'il y avait une dyslexie, une dysorthographie. Je parlerai un peu plus tard de comment se passe le processus d'évaluation. Mais finalement, à la fin de ce processus d'évaluation-là, donc oui, on leur avait suggéré pour savoir est-ce qu'il y avait une dyslexie, est-ce qu'il y avait une dysorthographie, mais finalement, en faisant l'évaluation, on s'est rendu compte qu'il y avait également un trouble développemental du langage. Donc, je donne cette histoire-là pour parler de ces diagnostics que je vois beaucoup en clinique, pour donner un peu plus d'informations. Donc, c'est sûr que c'est un atelier d'une heure, donc je vais aller pour vous donner un aperçu. Par contre, n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc, qu'est-ce que ça implique, ces diagnostics-là? Je vais commencer par parler du trouble développemental du langage. C'est un trouble qui est présent chez 7% des personnes. Donc ça, c'est beaucoup, mais il n'est pas si connu. Et d'ailleurs, c'est plus fréquent que l'autisme, mais on a tendance à parler davantage de l'autisme. C'est un trouble qui est souvent invisible, mais qui est réel. Alors, maintenant, on parle du trouble développemental du langage. On sait que c'est là chez 7% de la population, mais c'est quoi? Donc, le trouble développemental du langage, ça affecte, comme son nom l'indique, le développement du langage. Ça peut affecter la compréhension, donc comment on comprend les phrases, les mots, même une histoire, les histoires qu'on entend. Donc, ça, c'est à l'oral. Ça peut aussi affecter le langage qu'on utilise pour s'exprimer. Donc, encore une fois, on peut avoir moins de mots de vocabulaire, ce qui fait que dans une conversation ou qu'on veut raconter ou expliquer quelque chose, on va avoir des mots moins précis. Souvent, on peut utiliser souvent les mêmes mots. Qu'est-ce qu'on voit chez un enfant qui développe son langage? Alors, premièrement, un des premiers signes, c'est un enfant qui commence à parler plus tard. Ses premiers mots et ses premières phrases vont arriver, mais on va arriver plus tard. Aussi, par exemple, dans les phrases, quand on parle du langage qu'on exprime, on peut voir des erreurs sur le plan de la grammaire. Donc, c'est-à-dire, les petits mots dans les phrases peuvent soit être absents, en tout cas prendre plus de temps à arriver, ou peuvent présenter des erreurs. Les mots peuvent ne pas être dans la bonne place, dans la phrase. Donc c'est des phrases comme moi veux manger, par exemple, au lieu de je veux manger. C'est des choses qu'on peut voir très tôt, mais par contre, et mettons pour un enfant de 2 ans, ça peut aller, mais quand on voit ça chez un enfant de 5 ans, par exemple, mais là, il y a quelque chose qui cloche. Euh, et aussi, quand on parle d'un trouble, c'est que justement, ces difficultés-là qu'on peut voir, ben, ça persiste dans le temps. OK? Donc oui, l'enfant grandit et oui, ça s'améliore. Mais par contre, ces difficultés-là de phrase, donc par exemple, l'enfant peut finir par faire la belle phrase, a besoin d'efforts, mais arrive à le faire. Mais par contre, comparé à un enfant de son âge, il y a un écart. Donc peut-être qu'en moyenne, l'enfant fait des phrases moins longues. Il y a moins de vocabulaire aussi. Et puis pour raconter, c'est plus court, ça va plus droit au but, par exemple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence et à l'adulte? Donc, comme je dis, les difficultés persistent. Donc, un trouble développemental du langage, les difficultés restent et ça a un impact dans la vie de tous les jours. Donc, ça peut être un jeune qui peut avoir plus de difficultés à se faire comprendre. Des fois, on va pas nécessairement le voir tout de suite. C'est pour ça qu'on parle d'un handicap invisible. Pourquoi? Parce que le jeune grandit et ça s'améliore. On a une conversation avec lui, il utilise des phrases quand même correctes et tout,
Par contre, pour quelqu'un qui s'y connaît, on va se rendre compte que, oups, on a besoin de répéter et de reformuler pour que le jeune ou que le jeune adulte ou l'adolescent comprenne. On se rend compte que quand il raconte, c'est des fois on comprend pas bien parce que c'est l'histoire ou quand il explique, c'est pas tout à fait bien organisé. Il manque des informations, c'est peu précis. Donc c'est des choses qu'on peut voir comme ça. Et je parle du langage oral, mais on va le voir également à l'écrit. Ça va prendre plus de d'efforts parce qu'on cherche ces mots, on cherche ces idées, ça prend plus de temps. Ça fait en sorte aussi que des fois les textes vont être plus courts, donc c'est des manifestations qu'on peut voir. Puis surtout, justement, peut-être qu'on peut moins le voir quand on se parle, mais on va se rendre compte qu'à l'école, qu'on a besoin de plus de soutien. On a besoin, c'est ça, de plus de soutien, que ce soit des parents qui travaillent fort à la maison ou que ce soit à l'école, donc que ce soit avec un plan d'intervention, que ce soit avec un plan d'intervention ou même sans intervention. On voit que, par exemple, il y a du tutorat qui est offert. Ben, souvent, quand il y a l'orthopédagogue, il y a un plan d'intervention qui est mis en place. Vous pouvez déjà dire dans le chat ou même dire est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation-là. Puis s'il y a des choses que vous voulez ajouter ou des questions par rapport à votre jeune, vous pouvez les poser. Alors, aussi, je voulais parler quand même pour un jeune qui parle une langue, deux langues ou trois langues. Parce que ces jeunes-là, il y a deux choses qui peuvent se produire. Soit euh, on peut passer à côté de ces difficultés-là. On se dit, ah ben, c'est un jeune qui est en train d'apprendre la langue seconde. Ou au contraire, donc on dit, ben, c'est pas des difficultés ou ce n'est pas un trouble. Ou au contraire, le fait qu'il est en train d'apprendre la langue, on peut penser que les enjeux qu'il a à apprendre, ben, c'est en lien avec un trouble alors que ce n'est pas le cas. Puis c'est pas évident de faire la différence. Ce qu'il y a à savoir, et je le partage pour que justement, que ce soit comme intervenant ou que ce soit comme parent, on y pense puis on se dit, est-ce que ça correspond à notre situation? Donc, alors, on va voir que les difficultés sont présentes dans toutes les langues, mais parfois, on va voir les difficultés plus dans dans une langue qu'une autre et souvent plus dans la langue seconde. Euh, et quand je dis que les difficultés sont présentes dans toutes les langues, donc ça se peut, par exemple, pour quelqu'un que l'espagnol, c'est sa langue maternelle, si on a une conversation avec elle donc, en tant qu'adulte, même chose, ça paraîtra pas tout de suite, mais même chose quand on fouille un peu plus, on se rend compte que les phrases sont un peu moins belles, que quand on raconte une histoire, qu'on donne des explications, c'est moins précis. Puis aussi, quand on fouille à l'enfance, on se rend compte qu'il y avait déjà des signes dans la langue maternelle. Donc, c'est ce genre d'indices-là qui vont me permettre de savoir qu'est-ce qui se passe chez cette personne-là. Alors, donc, je fais une petite pause. Que ce soit pour les personnes qui savent que leur enfant a un trouble développemental du langage ou ceux qui ne savent pas trop, est-ce que vous vous reconnaissez est-ce que vous vous reconnaissez là, dans le trouble développemental du langage? Est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport au trouble développemental du langage ou des commentaires? Je vais laisser quelques minutes pour écrire dans le chat ou si vous voulez ouvrir votre micro et vous exprimer ou lever la main, c'est correct. Donc, je vous laisse un 2 minutes. Ou même, par exemple, je pense que c'est Jessica qui est intervenante au Cégep parce que c'est des diagnostics que vous voyez souvent passer au Cégep j'imagine que vous travaillez au Saïd, c'est ça? Ouais, OK. D'accord. Donc, sans pas avoir de questions, si quelqu'un est en train d'écrire le message, pas de problème, je vais poursuivre.
Maintenant, je vais parler de dyslexie et de dysorthographie. Je les mets ensemble parce que ben, souvent on va les voir ensemble. C'est pas obligé, mais souvent on va les voir ensemble. Ah, ok, bonne question, je m'excuse, je vais revenir. Merci Mélanie pour la question. Non, je pensais pas en parler, mais je vais en parler, d'accord? Alors, question. Donc, question de Mélanie qui se questionne sur l'accès lexical. Alors, quand on parle d'accès lexical, l'accès lexical tout seul, c'est quand on va chercher la forme du mot. Donc, par exemple, en fait, ce que je vais faire, je vais donner la définition d'une difficulté d'accès lexical. La difficulté d'accès lexical, c'est justement quand c'est difficile d'aller chercher la forme du mot. Je donne un exemple. Alors, oui, alors la fin de semaine, j'étais sur l'eau, puis voyons, attends, je sais là ce que j'ai fait, mais j'arrive pas à trouver le mot. Ah, j'avais une rame, j'avais une pagaie. Écoute, je trouve pas le mot. Donc, ce que j'écris, c'est un peu ce qui se passe quand on a le mot sur le bout de la langue. Et ce que je viens de dire, donc finalement, j'ai fait du canot cette fin de semaine. Donc, ça, c'est une difficulté d'accès lexical. Puis si c'est quelque chose qui se passe vraiment beaucoup plus souvent que par rapport à d'autres enfants, puis que ça a un impact fonctionnel, ben, ou par rapport à d'autres jeunes, et que ça a un impact dans sa vie, que ça soit qu'on veut raconter, c'est moins précis, on cherche souvent ses idées, c'est fatigant. Ou quand on écrit également, même chose, c'est sûr que ça a un impact sur les tâches d'écriture, mais c'est là qu'on parle de troubles d'accès lexical. Euh, J'en parle moins parce que c'est encore moins connu que le trouble développemental du langage. C'est pas nécessairement dans le trouble, c'est pas nécessairement dans un contexte de trouble développemental du langage. Des fois, ça peut être isolé. Souvent, je le vois quand j'ai une dyslexie, dysorthographie, il y a un certain lien. Donc, ça, c'est ce qu'il y a au niveau du trouble d'accès lexical. Donc, il y a ce questionnement-là. J'ai parlé un peu de c'est quoi, mais c'est possible de préciser le trouble d'accès lexical parce que je peux m'arrêter là ou en parler pendant des heures, mais si j'ai une question précise, ça va me permettre d'orienter ma réponse. Ou si c'était simplement de mieux comprendre le trouble d'accès lexical, j'espère que j'ai bien répondu à la question de Mélanie. OK, parfait. Donc, si jamais il y a d'autres questions pour encore mieux comprendre, n'hésitez pas, mais je sens que c'est déjà un petit peu plus clair. Alors, maintenant, on va parler de dyslexie, dysorthographie. La dyslexie, dysorthographie, je me permets d'utiliser des mots simples. La dyslexie, c'est la difficulté à apprendre à lire vite et bien. Simplement, c'est ça la dyslexie. Et la dysorthographie, donc là-dedans, il y a le mot orthographe. On reconnaît un peu le mot orthographe. C'est ben, la difficulté, ou je devrais dire le trouble, à apprendre à écrire vite et bien. Et ça, selon les sources, selon les études, ça touche de 5 à 15% des personnes. Donc là, encore une fois, on voit que c'est énorme. Euh, Pourquoi je parle des deux ensemble? C'est que à la source de la dyslexie et de la dysorthographie, il y a la même base. Donc, il y a des difficultés de conscience phonologique, donc la difficulté à manipuler les sons dans les mots. Donc, je vais donner un exemple concret. Manipuler les sons dans le mot, qu'est-ce que c'est plusieurs choses, mais qu'est-ce que ça peut être? C'est être capable, par exemple, dans le mot bouge, non, je bouge, là, dans le mot bouge, de reconnaître que le premier son, c'est B et c'est pas et c'est pas M. Donc, d'être capable de faire la bonne distinction entre ce son-là. C'est capable de dire, OK, dans le mot bouge, pardon, je peux séparer ce mot en trois sons. B, ou et j. Et à l'inverse, dans le mot bouge, plutôt si j'entends les sons b ou j, je peux les assembler, je peux les fusionner pour faire le mot bouge.
Et à la base de la dyslexie et de la dysorthographie, il y a cette difficulté-là, la grosse majorité du temps. Ce qui fait que quand on a en première année, on est en train d'apprendre à lire, on est en train d'apprendre à écrire, donc on apprend nos lettres, etc. Mais oups, par exemple, le mot, on n'arrive pas pour... Donc, on voit les lettres, des lettres qui sont écrites, mais on n'arrive pas à séparer, à séparer les différents sons dans le mot. Ou plutôt qu'on écrit, on n'arrive pas à séparer les sons dans le mot ou à faire la différence entre les sons. Donc, comment on arrive à bien écrire? Ou, à l'inverse, donc justement, quand on lit, on voit les lettres, mais là, on n'arrive pas justement comme à associer la lettre au bon son euh, pour pouvoir le lire adéquatement, pour pouvoir l'assembler et pour pouvoir le lire adéquatement. Donc, il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, souvent, je vois des jeunes que ça a été difficile d'apprendre les différentes lettres. Et aussi, c'est difficile d'apprendre, de tout simplement mémoriser l'orthographe des mots. Et le fait que justement à cette base-là, excuse-moi, je reviens à la lecture pour le côté dyslexie, le fait qu'à la base, on a la difficulté à décoder, c'est-à-dire le processus qui est quand même complexe, mais que si je simplifie, je vois des lettres, je les transforme en sons et je les transforme en sons, je les colle et je lis, ben ça fait en sorte que c'est difficile d'apprendre à lire de manière fluide et de manière précise. Donc, on a une lecture qui est plus lente et qui est monotone. Et c'est pour ça aussi qu'on peut mélanger des lettres. Souvent, en fait, le gros mythe par rapport à la dyslexie, c'est qu'on pense que c'est comme une origine visuelle parce qu'on mélange les B et les D. Mais en fait, une des principales causes, c'est cette difficulté de conscience phonologique. Selon bon, les chercheurs, c'est sûr qu'il y a toujours des avis qui sont différents, mais il y en a qui pensent que cette théorie visuelle ne tient pas la route, mais bon, il y en a encore qui la défendent, donc c'est difficile à dire. Euh, donc c'est ça, il y a des erreurs qui vont persister. Donc encore une fois, dyslexie, dysorthographie, on parle d'un trouble, donc les erreurs durent et les erreurs restent longtemps. Donc oui, on va s'améliorer en lecture et en écriture, mais il y a des erreurs qui restent longtemps. J'ai un commentaire ici. Mon jeune peut reconnaître l'orthographe d'un mot de manière isolée, mais l'écrit au son à l'intérieur d'une phrase. Intéressant. Fait que là, j'ai parlé d'un processus isolé. Donc, on voit que c'est un jeune probablement, et vous me dites si si c'est ça ou si c'est pas ça, vous me le dites aussi. Euh, mais donc, un jeune pour lequel il y a eu beaucoup, beaucoup de travail, donc à l'isolé, ça va. Mais là, quand on est rendu à écrire des phrases, il y a beaucoup de choses qui se passent, mine de rien. D'un, il y a le processus moteur d'écrire, il y a le processus de penser à chaque mot. Encore une fois, je dis de manière très simple parce qu'à l'université, je me souviens que j'ai appris des algorithmes hyper longs du processus de lecture et d'écriture. Mais tout ça pour dire que quand on arrive pour écrire une phrase, mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui sont en jeu. Il y a la grammaire également, ce qui fait quand on est rendu dans un autre contexte, même si en dictée, seulement on a appris à l'écrire, mais là, dans un contexte de phrase, on peut parler d'une surcharge cognitive, donc ça peut faire en sorte que ben là, on n'arrive plus à se souvenir de l'orthographe du mot. Donc, c'est possible que ça soit ça qui se passe pour votre jeune. Vous me direz si ça fait du sens ou s'il y a d'autres choses aussi qu'on devrait savoir. OK. Super, merci d'avoir répondu. Oui, puis là, je retourne en arrière parce que décode bien, mais ne comprend pas. Ce que je vais faire, je finis la dyslexie dysorthographie, puis, en fait, non, je m'excuse, désolée si je fais un peu du coq à l'âne, mais pour la personne qui sent un peu démonie, pour ce jeune qui décode bien mais ne comprend pas, ça, c'était probablement dû à quelque chose de type trouble développemental du langage. Donc, lui, c'est vraiment au niveau de la compréhension. Et c'est là que je disais que, la difficulté qu'on va avoir à l'oral, on le voit à l'écrit aussi. Donc, probablement en termes de compréhension de texte. Et là, ça prend on peut l'aider à l'améliorer, donc avec des stratégies, mais ça prend un entraînement également. On pourra en parler un peu plus à la fin, si vous voulez. Alors, je retourne à ma dyslexie dysorthographie. Donc voilà. Et à l'adolescence et à l'âge adulte, je m'excuse, je gère les commentaires également. OK, parfait, super.
Euh, À l'adolescence et à l'âge adulte, la lecture, elle peut être encore lente ou présenter des erreurs. Donc, on peut avoir soit, ben souvent, en fait, ce que je vois, c'est que la lecture peut être lente comparée à d'autres jeunes de son âge, si je compare les normes, ou sinon, si elle est rapide, mais il y a encore certaines erreurs auxquelles on s'attend pas. Par contre, des fois, rendu à à l'adolescence ou à l'âge adulte, on a travaillé fort, puis la lecture, ça va mieux, ça va beaucoup mieux, ou en tout cas, c'est fonctionnel. Mais par contre, il reste encore des difficultés à l'écriture, donc beaucoup de fautes, et ce, malgré les efforts. Peut-être moins de fautes, c'est normal, on s'améliore, mais il reste encore plusieurs fautes où on peut avoir besoin de plus de temps pour écrire. J'aime bien l'exemple qui a été donné dans le chat, justement, que justement, mettons, ça s'améliore dans certains contextes, mais dans un contexte de texte, les difficultés sont encore là. Et on a besoin de plus, on peut avoir besoin de plus de temps pour écrire. Je parle toujours de contexte bilingue ou multilingue. Même chose en dyslexie, dysorthographie. On peut avoir des difficultés qui sont présentes. On va avoir des difficultés qui sont présentes dans toutes les langues. Mais encore une fois, ça risque d'affecter la langue seconde en plus. En fait, il y a les difficultés d'apprentissage de la langue qui vont jouer avec la dyslexie, dysorthographie, puis ça va avoir un impact. Quand on apprend une deuxième langue, il y a ce qu'on appelle également la surdité phonologique, c'est-à-dire qu'il y a il y a des sons dans la langue seconde qui n'existent pas dans la langue maternelle. Donc là, qu'on arrive pour apprendre à les lire et les écrire, ben c'est sûr que ça peut avoir un impact. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut voir. Euh, avec, c'est un exemple parmi tant d'autres de comment des difficultés d'apprendre, des difficultés. Comment le fait qu'on apprend une langue seconde, en plus si on a un trouble dyslexie, dysorthographie, mais comment ça peut être interrelié pour faire en sorte que arriver aux examens, mais c'est sûr que c'est compliqué, c'est pas facile. Comme conséquence, qu'est-ce que ça peut avoir? J'en ai mis quelques-unes. Donc oui, ça prend beaucoup d'efforts pour réussir ces cours. Je vois une main levée. Oui, merci. Donc, Oui, pardon. merci. Oui, Vous m'entendez? Oui. oui, oui. Est-ce que c'est normal qu'on voit plus votre écran? Non, j'ai oublié de le mettre. Merci de me dire ça. Je vais le mettre Bon, bien à sûr. l'instant. Alors, c'est bizarre qu'on ne voit plus. Pourtant, j'avais activé le partage. OK. Est-ce qu'on voit bien l'écran en ce moment? Ouais. Oui, C'est on beau? voit bien. Merci Oui, beaucoup. merci. Merci d'avoir porté cela à mon attention. Alors, et là, je veux juste moi faire un petit quelque chose. Euh, bon, alors. Là, là, là. OK, on va reprendre. Bon, c'est un enregistrement et je vois le chat. C'est beau. OK, et là, je vais repartager. OK, écoute, vous voyez l'écran maintenant? Oui, moi je la vois bien, oui. Parfait, super. Donc, je vais poursuivre. OK, voilà. Donc là, c'est ce que je voulais voir. Donc là, le chat est là. Ici, il y a des personnes. Parfait, tout est beau. Donc, oui, je disais que ça va prendre plus d'efforts pour réussir les cours. Donc, plus de soutien. Donc, oui, de l'effort, mais aussi, par contre, si on appelle le soutien approprié, donc je vais vous en parler de ce à quoi ça peut ressembler. Je suis contente d'avoir une conseillère, donc parce que n'hésitez pas à commenter s'il y a d'autres choses à rajouter. Sans soutien approprié, c'est sûr il y a plus de chances d'échec scolaire. J'ai aussi envie de parler des préjugés des autres. Un mot que j'entends souvent, que ce soit des proches, des parents ou même d'intervenants, c'est le mot paresse, mais c'est pas de la paresse. Il y a vraiment des difficultés qui sont là. Et une chose que je veux mentionner, et ça encore une fois, je le mentionne en une phrase, mais je pourrais en parler longtemps, c'est l'effet sur la santé mentale. Donc, je donne l'exemple d'une jeune qui me parlait aussi du fait que elle, c'était anxiogène quand elle avait une conversation avec d'autres personnes parce qu'elle ne comprenait pas tout. Puis c'est anxiogène de dire, écoute, peux-tu... en plus, elle ne savait pas qu'elle avait un trouble développemental du langage. Donc, de dire, peux-tu répéter, je ne comprends pas, peux-tu... je vais dire, moi, dans mes mots, ce que tu as dit pour être sûr d'avoir bien compris. Peux-tu y aller une phrase à la fois, s'il te plaît?
Donc, ce que je viens de donner, c'est des exemples de ce qu'on, de peut-être, si tu veux, de auto-affirmation. Ben, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais le dire de, OK, je connais mes besoins et je les nomme. Mais c'est difficile, justement, si on ne sait pas à quoi est due notre difficulté, qu'on n'a pas un diagnostic précis, qu'on n'a pas parlé de ça avec quelqu'un qui peut nous conseiller là-dessus. Alors, maintenant, en fait, avant de passer à l'évaluation d'orthophonie, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires en ce qui a trait à troubles développementaux du langage, dyslexie, dysorthographie, et également le trouble d'accès lexical? Je laisse toujours une minute pour répondre. Si jamais il y a des questions qui arrivent pendant que je passe, je prendrai le moment pour y répondre. OK. Alors, je vais y aller encore une fois. S'il y a des questions, je prendrai une pause pour y répondre sans hésiter. Donc, parlons d'évaluation en orthophonie. Pourquoi une évaluation en orthophonie? Ben, pour aider à mieux comprendre les besoins, puis aussi pour poser un diagnostic reconnu. Souvent, on va demander, très souvent, on va demander un diagnostic pour mettre des adaptations ou des accommodements en place, même si dans certains contextes, c'est pas obligé, mais souvent, c'est quelque chose qu'on va demander. Maintenant, comment ça se passe? Donc, et si je fais le lien avec ce dont j'ai discuté tantôt, mais je vais analyser le parcours du jeune. Donc, je vais demander de remplir un formulaire d'histoire de cas, puis je vais poser des questions pour savoir comment ça se passait depuis son enfance. Donc, c'est une enquête qui est très importante et qui m'aide à poser un diagnostic avec justesse. Je vais demander de voir des bulletins, justement de voir l'évolution. Je vais regarder un peu la différence entre les différentes matières. Ça me donne des idées. Je vais demander quelques travaux. C'est comment ça se passe en situation d'écriture, justement qu'on écrit un texte, des phrases. Aussi, je vais passer des tests qu'on dit normés. Donc, c'est des tests qui ont été passés à certains, à un échantillon pour qu'on puisse les comparer avec le jeune et dire, OK, où est-ce qu'on se situe? Et est-ce que les résultats qu'on a pour ce jeune, pour cette personne, est-ce que on est dans ce contexte de trouble? Donc, une fois que j'ai tout ça, c'est là que je peux avoir les résultats et donc parler des résultats et des recommandations. Et il y a un rapport qui est fait là et qui détaille le tout. J'ai une question, bonne question. Mogène est déjà diagnostiquée comme ayant un trouble du langage. Est-ce nécessaire d'aller chercher un diagnostic dysorthographique ou autre? J'ai envie de dire, ben, on pourra parler de votre situation précisément, soit après, ou sinon vous pourrez prendre une rencontre. Mais j'ai envie de dire que ça dépend. En fait, premièrement, est-ce que vous vous reconnaissez chez votre jeune? C'est-à-dire, il y a un diagnostic du trouble de langage, mais est-ce qu'en plus, pour le décodage et l'encodage, il y a des difficultés? Si oui, ça peut être intéressant, encore une fois, pour bien comprendre. Je parlais ici beaucoup plus des adaptations parce qu'on est dans un contexte adulte, mais des fois, au niveau de l'apprentissage, il y a des choix à faire. Euh, donc oui, ça peut être intéressant de le faire. Euh, Quand on parle d'évaluation puis qu'on parle de diagnostic, j'ai une démarche de... Oui, merci Jessica Gauthier. Intéressant pour mieux comprendre et pour l'école afin de mettre en place les bonnes mesures. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Voilà. J'ai parlé beaucoup, mais je trouve que ça résume bien les choses. Euh, OK, parfait. Et puis, OK, je pense que je vais laisser ça là. Mais ce que je voulais juste dire, mais c'est pas seulement dans ce contexte-là. Il y a toujours une question. Tu sais, la question est quand même intéressante parce qu'on dit pourquoi on veut chercher faire une évaluation, puis pourquoi on veut poser un diagnostic. Ben, si c'est pour mieux comprendre, si on a besoin de diagnostic justement pour mettre en place les bonnes mesures, ben oui, c'est intéressant et oui, c'est nécessaire. Dans d'autres contextes, des fois, je veux dire, ben, voici les avantages qui seraient intéressants pour toi d'aller chercher cette évaluation, ce diagnostic, et au final, c'est à la personne de me prendre une décision. Mais oui, j'aime beaucoup la réponse. Merci beaucoup, Jessica Gauthier, là. Donc, pour l'école, c'est intéressant pour mettre en place les bonnes mesures. Maintenant, donc, j'ai parlé de comment se passe le processus d'évaluation.
Puis les recommandations possibles, euh, ça peut être pour faciliter la lecture, on peut parler de synthèse vocale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ben, dans le cadre d'un logiciel, c'est ça, le logiciel lit le texte à la place du jeune. Donc, ça fait que ça permet un peu de bypasser, désolé pour l'anglicisme, mais de passer par-dessus les difficultés à lire. Donc, c'est comme si quelqu'un lit à voix haute pour soi. Euh, on peut utiliser le prédicteur de mots WordQ. C'est des choses qu'on va beaucoup voir au primaire et au secondaire. Antidote aussi. Dépendamment des cas, des fois c'est ensemble, des fois c'est plus antidote. Ça va dépendre de où ce qu'on en est dans l'évolution. Dans certains cas, ça peut être soit des listes de vocabulaire si on connaît le sujet de la production écrite, ou ça peut être utiliser les logiciels justement pour avoir une certaine base de vocabulaire qu'on peut utiliser à bon escient. Donc, on peut utiliser les logiciels pour ça. Parmi les autres mesures, on peut avoir le tiers-temps supplémentaire, donc important. J'en ai parlé tantôt, donc le fait que ça nous demande plus de temps, donc il y a le temps supplémentaire qui existe. Euh, Quelque chose que je veux dire qui est important, mais c'est une chose d'avoir les outils, mais c'est pas magique. Il faut bien les utiliser pour que ça puisse nous aider dans notre réussite. Donc, ça prend un encadrement pour utiliser les outils. Et justement, pour aussi répondre à la question, mais le fait d'avoir un diagnostic reconnu, ça permet d'avoir accès à ces adaptations, donc de mettre en place les bonnes mesures. Maintenant, on a une évaluation, comment on fait pour obtenir le soutien approprié. Donc, j'ai mis différents exemples. Donc, au secondaire, c'est de transmettre le rapport d'évaluation d'orthophonie à l'école et on va mettre en place ou mettre à jour le plan d'intervention. Au cégep, souvent, ça passe par le SAID. Des fois, ça s'appelle le service d'aide aux étudiants. Donc, je vais vous donner des exemples. Euh, j'ai envie de dire, on suit les instructions, puis on fournit le rapport d'évaluation d'orthophonie. Puis il y a une équipe ou un conseiller qui est là pour vous aider justement à mettre en place les bonnes mesures. Et à l'université, il y a le service de soutien aux services en situation de handicap. Encore une fois, le rapport d'évaluation en orthophonie aide pour mettre en place les bonnes mesures. Là, je vais arrêter le partage parce que je voulais donner des exemples aux parents. Je trouve ça intéressant parce que si on a des parents de jeunes adultes, mais on le voit, mais pour les jeunes secondaires, ben, ça permet d'un peu d'avoir une idée de qu'est-ce qui attend. Donc, ici, j'ai l'exemple du Cégep André Laurendeau. Donc, pour à peu près tous les cégeps. Je pense que j'avais fait un effort de regarder pour tous les cégeps. Il y a un site Internet des services adaptés. Souvent, ça s'appelle le SAID et il y a les instructions, il faut lire. Donc, pour les cégeps André Laurendeau, on peut compléter le formulaire en ligne ou sinon consulter le calendrier. Puis si on a donc j'ai donné quelques exemples de mesures d'aide, mais il y a plein de choses qui sont faites. Il y a plein de choses qui peuvent être offertes aussi. Dans un cégep, j'ai vu qu'il y avait des éducateurs spécialisés également qui accompagnaient pour l'apprentissage. J'ai tendance personnellement à parler beaucoup des mesures d'adaptation parce que souvent les jeunes au cégep, ils viennent me voir puis ils ont besoin rapide, donc j'en parle plus. Mais j'ai été contente de voir justement que justement il y a cet accompagnement-là humain parce que c'est pas seulement les outils technologiques qui font la différence, c'est tout ça, c'est toutes ces mesures en place. Donc, pour moi, c'est important de partager ça parce que c'est pas tous les parents qui connaissent l'existence de ça ou pas tous les jeunes. Alors que c'est super quand même. Souvent, on parle des difficultés dans le système, mais ça, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est super là, de la part des cégeps, que chaque cégep a mis ça en place. Ça, c'est l'exemple du cégep André Laurendeau. Ici, c'est l'exemple du cégep Rosemont. Ici, ça s'appelle le service d'adaptation scolaire, mais c'est le même principe. Et donc, on donne des informations et c'est ça, il y a un formulaire pour s'inscrire. À l'université, ici, ça s'appelle le soutien aux personnes étudiantes en situation de handicap. Et j'en parle aussi parce que parfois, ça peut faire peur le mot handicap, dépendant de où vous êtes dans votre parcours. Et je vais expliquer un peu pourquoi on utilise ça. C'est un peu l'idée, c'est l'idée de dire que par exemple, pour l'exemple de la personne qui est en chaise roulante, s'il arrive devant un escalier, ben, l'escalier devient une barrière pour lui, alors qu'il ne l'est pas pour une personne qui est mobile avec ses deux jambes. Donc, à ce moment-là, la personne en chaise roulante vit une situation de handicap.
Pour une personne qui a une dyslexie, dysorthographie, un tout autre trouble d'apprentissage, ben, il vit des situations de handicap quand arrivé à son examen, il vit des échecs à répétition parce qu'il fait beaucoup de fautes sans les outils appropriés. Puis ça l'empêche de progresser dans ses études. Alors que autrement, avec les bonnes mesures d'aide, ben, il en serait capable. Donc, pour aller aider à surmonter ce handicap, pour la personne en chaise roulante, ben, c'est la rampe. C'est ce qui lui permet d'entrer, si tu veux, d'avoir accès à l'université. Je donne cet exemple parce que c'est très imagé, je peux rentrer. Quand on a une dyslexie, dysorthographie, ben là, c'est toutes ces mesures d'aide-là qui permettent justement d'avoir accès, de donner des chances d'avoir accès à ce diplôme-là. Donc, c'est un peu cette idée-là, puis je voulais avoir cette conversation parce que je sais que le mot handicap peut faire peur dépendamment de où on en est dans le parcours. Donc, voilà. Je vais remettre la présentation. Ici. OK. Alors, je m'en étais pas rendu compte, mais j'avais plusieurs fenêtres ouvertes. OK. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une ressource très importante que vous devez savoir. Donc, c'est ça qui permet de mettre les bonnes mesures en place. Des détails pratiques pour l'évaluation en orthophonie. Donc, souvent, on dirait que plus on avance dans le parcours, déjà, c'est pas facile d'avoir accès, peu importe le niveau là, à l'école, peu importe le niveau scolaire, que ce soit primaire ou secondaire. Donc, ça peut être difficile d'avoir accès à des services d'orthophonie à l'école. Mais on dirait que plus on avance, plus c'est difficile, moins c'est accessible au public. Et rendu à partir du cégep, mais là, on réfère les gens vers le privé. Il y a des coûts associés à ça, mais quelque chose que les gens ne savent pas souvent, c'est que c'est couvert par les assurances. Donc, si on a des assurances collectives qui couvrent pour la massothérapie, qui couvrent pour la physiothérapie, eh bien, la grosse majorité du temps, ça va couvrir les services d'orthophonie également. Le conseil que je donne, on peut vérifier les montants et les limites annuelles, donc les montants de couverture au régime d'assurance. Donc, ça permet d'avoir une idée à quoi s'attendre en termes de remboursement. C'est très variable, en fait. Aussi, par rapport à l'évaluation d'orthophonie, donc quand ça se passe avec moi, vous pouvez réserver une rencontre de formation. Je vais vous montrer tantôt comment faire avant la prise de rendez-vous. Si vous me dites, c'est pas clair pour moi, comment faire pour prendre. En fait, j'ai encore des questions à vous poser. J'aimerais ça vous parler plus en détail de ma situation avec mon jeune. Mais vous pouvez prendre une rencontre de formation. On va prendre 20 minutes pour discuter de tout. Et puis, l'évaluation, c'est payable en plusieurs versements. Justement, je vais juste revenir ici. Je vais arrêter le partage. Je voulais partager un petit peu le processus de prendre rendez-vous, puis mon fonctionnement à moi personnellement. J'ai établi un fonctionnement parce que j'avais remarqué que surtout pour les jeunes du cégep, mais même tout le temps. Donc, souvent, on a des questions puis on aimerait avoir des réponses rapidement. Donc, j'ai changé ma manière de faire pour conserver la qualité, bien sûr, mais tout en me permettant de donner des réponses le plus rapidement possible. Alors, donc ça, c'est ma page de service. Et donc ici, c'est la page pour les évaluations du secondaire. Donc, je pourrais, donc, dans le courriel, je vous enverrai le lien pour l'enregistrement. Il y aura le lien également de cette page-là. Donc, c'est ici qu'on peut prendre rendez-vous, des informations. Comment je fonctionne, moi? Je fonctionne en une seule rencontre d'environ 3h30. Des fois, ça peut être un peu plus court, des fois, ça peut être plus long. Donc, je fais tout ce qu'il y a à faire pour aller chercher les informations dont j'ai besoin. Si jamais on se dit, ouf, est-ce que mon jeune va être capable de faire 3h30? Si j'ai besoin d'arrêter puis qu'on doit prendre un autre rendez-vous, on va le faire. Puis ça va être le même tarif d'évaluation, là, sans frais supplémentaires. Mais au moins, ça nous donne la chance de dire, ben, si on est capable de le faire la même journée, ben, on va avoir cette réponse-là. Donc, il y a des reçus qui sont émis pour faire la réclamation d'assurance. C'est possible de faire en personne ou en ligne. Et si votre enfant est bilingue, ben moi j'ai cette formation-là
pour pouvoir émettre les réponses avec confiance. Aussi pour les versements, comme moi, je fais une rencontre de, mais de plusieurs heures. Donc, c'est payable en 4 versements. Mais si, par exemple, avec votre assurance, c'est quelque chose de particulier, moi, je dois respecter quand même les dates de rendez-vous, les dates de service rendues. Par contre, il y a des choses que je fais avant et après, donc pour la remise des résultats, pour justement, je demande des vidéos et d'autres documents avant l'évaluation. Donc, c'est tous des moments où on peut placer les reçus pour aller maximiser les assurances, mais par contre, il faut que je respecte le moment de ces exactions qui ont été émises. Il faut que je respecte vraiment les exigences de mon ordre. Donc, voilà, c'est ici pour prendre rendez-vous. Euh, donc, pour l'évaluation, pour les adultes, mon tarif actuel est de 1 200 $. Et si vous voulez prendre rendez-vous pour discuter avant la rencontre des formations, je vous enverrai, même chose ici, le lien. Donc, vous pouvez cliquer sur Je suis un nouveau client et soit prendre une rencontre de formation, c'est gratuit, donc on peut encore parler plus un peu de votre jeune. Ou sinon, si vous vous êtes dit, ben, écoute, je suis prête à prendre rendez-vous, vous pouvez à ce moment-là, donc, soit prendre une rencontre de formation, c'est ici, donc il y a plusieurs plages horaires. Et si, oups, pardon, pour prendre rendez-vous, je vais rendez-vous ici. Et si vous êtes prêt à prendre rendez-vous, c'est ici. Donc, on voit qu'il y a des disponibilités, soit en présentiel ou en virtuel. Et je les affiche à la semaine. Et si vous ne trouvez pas un moment qui convient, mais vous pouvez m'écrire un courriel pour voir les accommodements qui sont possibles. Si vous voulez prendre pour une semaine suivante, vous pouvez m'écrire un courriel également. Donc voilà, je reviens à ma présentation. S'il y a des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Euh, donc, pour revenir à Farah, donc finalement, il y avait eu une conclusion de trouble développemental du langage, dyslexie, dysorthographie. Donc, elle avait ces difficultés-là. C'était méconnu, mais ce sont des difficultés qui sont bien réelles. Euh, donc, c'est pas si rare que ça. Et en ayant ces diagnostics-là, donc c'est une chose de donner le diagnostic, mais dépendamment de la situation de chaque famille, je m'assure qu'il y a l'accompagnement pour dire, OK, voici maintenant le diagnostic et voici pour vous les prochaines étapes que je vous conseille. Voici les prochaines actions. Et souvent, je le fais par rencontre Zoom, puis je l'enregistre si jamais je sens le besoin. Comme ça, vous regardez les formations, puis vous êtes guidé. Et si vous avez des questions par la suite, mais vous m'écrivez, dans le fond. Puis l'idée, c'est vraiment d'aider à débloquer le soutien nécessaire pour finalement, on a tous à cœur la réussite de notre jeune, donc on veut l'aider à réussir ben, son parcours scolaire à lui. Peu importe où il va se rendre, on veut l'aider à aller le plus loin qu'il peut, mais l'amener le plus près de ses rêves. Mais pour ça, il faut vraiment bien comprendre les besoins, bien comprendre qu'est-ce qui cause les difficultés et l'accompagner là-dessus. Donc, voici les liens pour prendre rendez-vous. Je vais les envoyer par courriel. Il y aura également l'enregistrement de la rencontre que je vais envoyer d'ici demain. Et voici mon courriel. Mais de toute manière, comme j'ai envoyé des échanges, vous pouvez me répondre directement. Donc, j'arrête le partage et j'ouvre le chat. Donc, voici les informations que j'avais à vous partager aujourd'hui. Est-ce que, de un, il y a des questions et des commentaires, et de deux, est-ce que ça a répondu à vos attentes ou il reste d'autres questions?